Salut à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro de 100% basket, comme chaque mardi et en direct sur Mat Télé à 18h. Et je suis heureux de retrouver Greg Lambert, celui qui co-anime chaque mardi cette émission à mes côtés. Salut Greg, ça va? Ça va très bien. T'étais pas malade, t'étais juste pas là. Juste pas là, j'avais des obligations personnelles. Et on est ravis de te retrouver au sommaire. Aujourd'hui, on va revenir, vous vous en doutez forcément, sur la victoire du Saint-Quentin Basketball samedi soir face à Dijon. Une réaction était attendue et on l'a eu. On découvrira le résumé de ce match, des extraits de la conférence de presse et on analysera quelques séquences de jeu. En deuxième partie, on va parler de R2 avec Greg notamment, mais aussi des U15 et des U18 du SQBB JSC. Et restez avec nous en fin d'émission. Je vous explique comment gagner une place pour le prochain match du SQBB qui va recevoir Cholet dans 15 jours maintenant. Restez bien au bout jusqu'avec nous. Il est là aussi chaque mardi, il est journaliste à l'Aisne Nouvelle, c'est Anthony Autou. Salut Anto, quelle est la thématique du jour aujourd'hui? La semaine dernière, c'était l'amour. Là, oui, ce sera le partage aujourd'hui. En fait, samedi, on a vu un vrai match de basket, ils ont partagé la balle. Et puis Greg est toujours là pour partager son expertise, et toi, ton sourire. Donc voilà, oui, c'est le partage et moi, je suis là pour vous accompagner. Partagez un bon moment avec vous. Anto, il est en train de devenir philosophique. On va voir pour te faire une rubrique philo l'année prochaine. Voilà, je pense. Allez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler Betclic Elite et du SQBB qui nous a rassuré samedi et qui s'est imposé et remonte au classement à la 7e place. Betclic Elite tout de suite. Greg, samedi soir, je le disais, une réaction était attendue de la part des joueurs du Saint-Quentin Basketball après 2 prestations décevantes contre Strasbourg et récemment contre Nanterre. Oui, c'était un peu la réaction que tout le monde attendait, surtout à domicile, face à cette quand même une belle équipe de Dijon, qui est encore en lice, rappelons-le, pour être en finale de la FIBA Eurocup. Face à Bilbao. Face à Bilbao, là, ils se déplacent là-bas, ça va être compliqué pour eux. Et Cholet, de l'autre côté, joue aussi contre Athènes, bien vu. Donc oui, il y a une possible finale entre les deux équipes franco-françaises. Donc voilà. Donc ils sont venus à Saint-Quentin peut-être avec de la fatigue dans les jambes, mais aussi peut-être aussi la tête sur le match suivant. Mais malgré tout, il fallait les cueillir et il fallait les prendre tout de suite à chaud pour gagner. Anto, dès le début du match, on a vite remarqué que le SQBB avait 1000 Bloodchoff. On était content de les retrouver comme ça, face à des Dijonnais qui étaient un peu marqués physiquement, un peu émoussés. En fait, c'est normal, hein. Dijon, en fait, ils sont dans le même état d'esprit que Saint-Quentin était au mois de janvier. Rappelez-vous, entre les 2 matchs d'Istanbul, où on gagne Istanbul ici, on sait qu'il faut aller faire la belle quelques jours plus tard, ils reçoivent Chalon, ils perdent. Mais en fait, Dijon, c'est la même chose, ils sont vraiment entre deux d'une... Faut dire, ils sont à 40 minutes d'une finale de Coupe d'Europe. C'est pas l'Euroleague, certes, mais ça reste quand même une finale de Coupe d'Europe. Et dans un club, c'est français en plus. C'est assez rare. Donc oui, Saint-Quentin, ils ont vraiment mis les ingrédients d'entrée, une grosse défense agressive et surtout un partage du ballon. Ils mettent, je crois, 8-0 et c'est 8 tirs qui viennent d'une passe décisive. Donc voilà, il fallait une réaction. Je pense que la semaine a été dure, âpre. Les mots ont été mis de la part du staff et de Julien, et les joueurs en réagissent, et voilà, c'est une équipe de champions, tout simplement. Et avant de revenir sur ce match, je vous propose de découvrir un résumé de cette rencontre dans un chaudron, encore une fois, en totale ébullition. Dans une ambiance qui risque de monter, le premier ballon il sera blanc pour les visiteurs de Dijon. Après une sévère défaite face à Nanterre, le Saint-Quentin Basketball se devait de réagir de nouveau à domicile, cette fois-ci face à la JDA Dijon. Et ça sanctionne. Sous l'impulsion d'un Noah Kirkoud redoutable en attaque, les hommes de Julien Mahé ont pris l'ascendant sur des Dijonnais dans le dur physiquement. Alors si on compte le N1 plus la faute antisportive, ça coûte cher, très cher aux hommes de Laurent Leniam aussi. Après 20 minutes de jeu, les Saint-Quentinois sont devant, 41-36. Est-ce que ça va chercher dans le trafic? Noah Kirkoud qui préfère ressortir proprement à 3 points. À l'image d'une première mi-temps réussie, les locaux reviennent sur le parquet, sûrs de leur force et venus pour terminer les travaux. Kirkoud qui arrive à sortir derrière la pression de Senkfelder. Enzo Charvin, au bout. Sur un nuage offensivement, le SQBB a fait sauter le verrou bourguignon dans le 3e quart-temps, remporté 23-12, intenable, Noah Kirkoud a porté les siens vers la victoire. Pourquoi pas? Un succès 85-72 qui permet au SQBB de retrouver la 7e place de Betclic Elite avant d'aborder un mois d'avril très compliqué qui s'annonce déjà comme un tournant majeur dans la saison du Saint-Quentin Basketball. Saint-Quentin met Dijon derrière au classement, ça c'est une certitude.
Bon, quand on voit les images, Greg, on a retrouvé une équipe du SQBB conquérante dans l'intégralité du match. C'est totalement à l'opposé de ce qu'on avait vu notamment face à Nanterre la semaine dernière. Oui, tout à fait. Avec surtout un gros début de match en fait. L'énergie qui a été mise par le 5 majeur en début de match a permis vraiment de mettre l'équipe sur de bons rails. Avec un Noah Kirkwood, j'ai trouvé hyper actif. Il était partout. Hein. Il était partout. Apparemment, il a nettoyé la salle juste après. Mais non, il a été vraiment sur tous les bons coups, je trouve. Que ce soit dans le collectif, la passe décisive, et puis aussi un petit peu au scoring également. Je crois qu'il met plus de 20 points. Ouais, donc il a été vraiment décisif et vraiment très très polyvalent et on a vraiment retrouvé un très bon Kirkwood. Anthony, c'est vrai qu'on a vu un tout autre visage du SQBB, des attitudes totalement différentes, de l'envie, de la niaque, beaucoup d'ingrédients qui ont été utiles pour aller chercher ce succès parce qu'on le savait qu'il fallait s'imposer à domicile pour relancer la dynamique. La niaque, l'intensité, c'est vraiment le bas du basket. En fait, il faut pas savoir jouer au basket pour mettre tout ça. Ça, tu l'as ou tu l'as pas. Et on sait, quand on porte le maillot de Saint-Quentin, quand on joue pour ce club, devant ce public-là, il faut se battre. Et ils ont mis ça en vecteur numéro 1 pour aller sur la victoire. Et après, le collectif a suivi. Moi, j'ai beaucoup aimé les séquences de jeu qu'ils ont proposées samedi soir. Il y a eu beaucoup de partage de ballons, 22 passes décisives, donc c'est énorme. Peut-être que des fois, on a même passé trop le ballon. Ouais, mais vous mieux que ce soit trop que pas assez. Contre Nanterre, c'était trop dans l'individualisme. On voyait que des 1 contre 1, sans solution offensive. Et là, vraiment, ils ont trouvé beaucoup de tirs ouverts. Et c'est pas pour rien que le ballon est tombé dedans, parce qu'on est souvent une passe simple, un tir facile, tout simplement. Eh ben, on va aller écouter Julien Mahé en salle de conférence de presse quelques instants après le buzzer final. Forcément, Julien était satisfait de cette victoire, même si on sait qu'il en demande toujours plus à ses joueurs. On prend la direction de la salle de conf de presse du Palais des Sports Pierrat. C'est une victoire qui nous fait du bien face à une équipe de Dijon qui est une bonne équipe du championnat, qui est au milieu d'une série contre Bilbao. Et je leur souhaite d'ailleurs bonne chance pour leur match de mercredi, match retour en Espagne, parce que ce serait magnifique d'avoir une ou deux équipes françaises en finale de cette FIBA Europe Cup. Et donc c'est sûr pour nous, surtout après la défaite la semaine dernière à domicile, il était important de montrer un autre visage et c'est fait. Avec toujours beaucoup de choses à améliorer, mais on a vu que quand tout le monde était au diapason en termes d'intensité, de rigueur, d'agressivité, on avait le droit de faire d'autres erreurs parce que l'intensité qu'on a mis nous permet d'être devant quasiment tout le match. Donc c'est une victoire qui est méritée. La semaine dernière, les 5 qui ont débuté, ils ne nous ont pas mis dans le bon tempo. Ce soir, les 5 qui ont débuté, ils nous ont mis dans un très très bon tempo. C'était vraiment un début de match rêvé en termes d'intensité défensive, d'agressivité et de dureté. C'était ce qu'on espérait. On a été intelligent dans le jeu, on a fait les bonnes passes. Et même si on a perdu beaucoup trop de ballons, c'était déjà très bon. Et quand les 5 autres arrivent sur le terrain et quand tu vois le niveau d'intensité des 5 premiers, t'es quand même obligé de t'y mettre, quoi, tu vois. Et ça nous a vraiment lancé. Et même chose au début de la deuxième mi-temps. Parce qu'à la mi-temps, on est certes très adroit à 3 points, mais on perd 12 ballons. On finit sur un 0-2 au lancer franc j'étais un peu inquiet à la mi-temps parce que je me suis dit, avec la suradresse qu'on a, il va quand même falloir qu'on arrive à contrôler un petit peu mieux les choses. Et deuxième mi-temps, on perd 12, on perd 6 quand même, c'est encore beaucoup, mais bon, c'est déjà mieux. Mais voilà, on a maîtrisé, donc on mène 40 minutes. Voilà. Donc, écoute, pour nous, c'est une bonne soirée. Ça fait du bien parce qu'on sait aussi qu'on va aller dans un calendrier maintenant très très difficile. On ne sait pas trop ce qu'il faut attendre des 3 prochains matchs en jouant à l'Asvel, à Monaco et à domicile contre Cholet. Mais on sait aussi que depuis le début de saison, on a prouvé qu'on était capable de battre tout le monde et de perdre contre tout le monde. Donc il faudra aller à Villeurbanne qui nous a déjà quand même mis 2 belles branlées déjà cette saison quand même, avec l'intention de tenter de ne pas en prendre une 3e. Ne pas prendre une 3e branlée, hein. Je reprends simplement les termes quand on voyait Julien en conf de presse, mais c'est vrai que personne n'a envie de revivre ça. Mais on a vu quand même, Greg, un SQBB qui a mené durant 40 minutes, et moi je trouve que c'est rassurant.
Oui, c'est rassurant ce genre de performance, bien sûr. Après, ils ont mis le dynamisme tout de suite, même s'ils ont perdu des balles dans le premier quart-temps. Ils en perdent 12 dans le premier et 18 à la fin du match. Ouais, c'est ça, ils en perdent, je crois, 7 dans le premier quart-temps. Ça ne leur a pas empêché. 12 dans le premier. 12 dans le premier, donc ça ne leur a pas empêché vraiment de mettre la main sur le match et de montrer tout de suite les crocs. En fait, on peut aussi parler de ces mouvements de 5 majeurs aussi, c'est aussi important. C'est exactement ce que j'allais dire, parce qu'on l'a très vite noté. À 6,53 dans le premier quart-temps, il change tout le monde. Ça, c'est un signe aussi. Ça, c'est bon, parce qu'il veut mettre tout le monde dans la bonne dynamique. Après, est-ce que sortir Jérôme Robinson du banc, la raison, on ne la connaît pas vraiment, en fait. En fait, je pense qu'il sort Jérôme Robinson du banc pour 2 choses. Il veut un 5 qui défend d'entrée. Il n'a pas tort. Et je trouve que Jérôme Robinson, vu que c'est le scoreur, en début de match, il chill un peu en défense. Et surtout, il y a une stat qui est vraie, c'est que c'est le joueur qui fait le plus de fautes dans le premier et deuxième quart-temps. Donc en fait, quand tu te trouves avec Jérôme Robinson à 3 fautes à la mi-temps, comme ça arrive très souvent cette saison, ta deuxième mi-temps, en fait, elle est compliquée. Alors que si tu protèges, entre parenthèses, des fautes, voilà, moi après, ce qu'il sort du banc, c'est pas... Ouais, après, il y a le partage du ballon, il y a ça aussi, c'est un scoreur vraiment naturel, Jérôme Robinson, et en fait, il va peut-être un peu tuer aussi les autres, en fait, finalement, par son jeu d'attaque. Donc ça aussi, ça responsabilise des Kirkwood, des Nolan Traoré tout de suite dans le 5 majeur. On a également vu un Julien Mahé qui était totalement à fond sur le banc. On sait qu'il est coureur comme ça, mais j'ai remarqué des attitudes un peu plus poussées que d'habitude. Il vivait vraiment le match. En fait, je pense, comme il a dit, il est très intelligent pour ça, c'est que voilà, il avait peut-être baissé inconsciemment, je dis bien, inconsciemment. Au niveau d'exigence. Voilà, exactement. C'est normal, on sort d'une belle Leaders Cup. Un exploit à Paris, inconsciemment, peut-être que tu relâches un peu les leviers que tu avais l'habitude d'activer, d'être toujours derrière les joueurs, etc. Et Strasbourg-Nanterre, ça n'a pas fonctionné. Ils ont perdu, l'attitude ne lui plaisait pas, l'intensité n'était pas ce qu'ils recherchaient. Et là, en fait, il n'a pas lâché ses joueurs. Et je trouve que moi j'aime bien les coachs qui sont actifs sur le banc. Il y en avait 2, il y avait Julien et Laurent Henam également de l'autre côté. En fait, c'était bien parce que c'est dans les 2 sens. On l'a vu houspiller quand quelqu'un faisait une erreur, le remettre à sa place, le changer, lui expliquer pourquoi le changer à sa façon sur le banc. Mais de l'autre côté aussi, quand il y avait des actions collectives, quand la balle tombait dedans, on l'a vu lever les bras, et ça donne l'énergie en fait. Et quand tu es sur le terrain, que tu vois ton coach qui défend avec toi, ton coach qui attaque avec toi, ça te donne une énergie supplémentaire. Là, tu partages l'avis d'Anthony ? Ouais, après, on n'en a jamais vraiment trop parlé, mais c'est vrai que les rumeurs qu'il y a eu, de Julien Mahé à Nanterre ou Strasbourg ou je ne sais où, ça n'aide pas non plus l'équipe, ça déstabilise, ça fragilise. Alors est-ce que c'est fait exprès par les clubs qui sont justement en ballottage entre guillemets avec Saint-Quentin pour les playoffs, voire pour se maintenir, de déstabiliser un petit peu le navire saint-quentinois? C'est peut-être des rumeurs qui sont lancées comme ça, mais ça n'aide pas non plus l'équipe. Après pourtant ça a aidé Nanterre. Parce qu'ils ont la rumeur et ils ont gagné. Ouais. Moi, je pense qu'ils sont quand même professionnels. Et qu'à un moment donné, il y a peut-être des joueurs à Saint-Quentin qui ont peut-être même déjà signé ailleurs. Et quand tu es professionnel, tu dois faire abstraction de tout ça. Parce que tu remplis ta mission jusqu'au bout. Le marché il est déjà ouvert. Le marché est déjà ouvert. Peut-être des joueurs qui ont déjà signé. Il y a peut-être même des joueurs qui ont déjà signé aussi à Saint-Quentin. Julien, il ne s'est jamais vraiment prononcé sur son départ. Personne, en fait. C'est juste des rumeurs de presse. Et après, dans le débrouille de couloir, il va partir, est-ce qu'il va rester? En fait, tout le monde est un peu dans le stress, donc on se pose la question. Il y a ça aussi, c'est qu'il il fait tellement du bon boulot à Saint-Quentin qu'en fait, les gens, ils ont juste peur. Et derrière cette peur, ils se disent, mais les joueurs, ils ont essayé de trouver une excuse. Non, l'excuse, il est qu'ils ont joué Strasbourg, ils ont joué Nanterre, ils n'ont pas été au niveau de l'intensité requis pour gagner un match de Betclic Elite. Ils l'ont fait samedi soir. Le résultat, c'est plus reste qu'on dit. Voilà. Et justement, Julien Mahé, on va le retrouver en conférence de presse, qui avait pris, on l'a dit, sa part de responsabilité lors des 2 dernières défaites, mais il a aussi pris la responsabilité quand il s'agit d'une victoire. On écoute Julien Mahé à nouveau. Et franchement, ce soir, pour moi, c'était presque un peu trop, quoi. Un peu trop, même beaucoup trop, mais bon, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et voilà. Et je veux qu'ils comprennent le niveau d'exigence, parce que je trouve que, malgré tout, je pense que si on a produit ce qu'on a produit à Strasbourg et à Nanterre, c'est, comme je te l'ai dit il y a une semaine, c'est ma responsabilité. Et j'ai certainement, de façon inconsciente, baissé le niveau d'exigence. Et il est hors de question de baisser, en fait. Ça sert à rien qu'on accepte ça. Donc là, aujourd'hui, il reste 7 matchs. Pourquoi on accepterait, en fait, de faire autant d'erreurs, tu vois ? Pourquoi on accepterait ? On a le droit d'être bon.
Et c'est même maintenant une exigence. Donc ce soir, il y a 2 aspects sur lesquels on a travaillé toute la semaine et qui ont été exécutés en match. C'est l'intensité et c'est le mouvement du ballon. On a rarement vu autant de passes. Voilà. Et la qualité des tirs proposés ce soir est très bonne. Il y a même, je dirais, parfois trop de passes, notamment des joueurs intérieurs. Je ne sais pas ce qu'il leur faut de plus que d'être tout seul sous le panier. Ils n'ont plus qu'à marquer et on continue de refaire une passe. Donc c'est le problème quasiment inverse de la semaine dernière où on a un excès d'individualisme sur énormément d'actions. Donc je préfère quand même voir ça. C'est le visage que j'ai envie qu'on montre maintenant de façon beaucoup plus régulière. Julien l'a dit très justement, pour cette saison de fin de saison régulière, je vais y arriver, il demande beaucoup plus de régularité, Greg, de la part de ses joueurs. C'est un peu ce qu'il a manqué au SQBB depuis le début de l'exercice 2024-2025, cette régularité. Ouais, cette régularité, et puis peut-être aussi un petit peu dans l'engagement. C'est aussi pour ça que l'adresse à 3 points fluctue beaucoup, en fait. Et ils dépendent beaucoup de leur adresse à 3 points. Là, ils ont été encore très très adroits, près des 50%, je pense, à 3 points. 48% exactement, c'est un record cette saison pour le SQBB. Ouais, et puis c'est un très gros pourcentage. On dit souvent à 40%, on est vraiment très satisfait déjà. Donc voilà, il y a ça, il y a aussi la fraîcheur physique. Il y a beaucoup de choses en fait qui font que les variations de 5 majeurs, faut mettre aussi les joueurs les plus frais en fait sur le terrain au bon moment. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et les entraînements en disent beaucoup. Anthony, Greg parlait de l'adresse, 15 sur 31 à longue distance, c'est le record cette saison pour le SQBB, mais aussi l'intensité, j'insiste là-dessus, c'est vraiment 2 facteurs qui ont été décisifs pour la victoire samedi soir. Ah, complètement, et le partage de la balle. Et le partage, c'est vrai, j'ai oublié le thème du jour, Anthony, excuse-moi. Ouais, exactement, non, c'est important parce que vraiment 22 passes décisives, c'est vraiment, c'est trop rare en fait. Et c'est bien. Moi, c'est vraiment une réaction d'orgueil qu'ils ont eu en fait. Vraiment, on le sent dès l'échauffement, c'était pas le même regard qu'habituellement. Les gars, ils avaient faim parce que comme on a dit tout à l'heure, ils ont perdu 18 ballons. 18 ballons, normalement, tu perds le match. Mais quand tu défends comme ça, ensemble, quand tu vas intercepter des ballons, profiter, aller chercher des secondes chances. Moi, il y a une action où Enzo Charvin, il va disputer la balle avec Devin Ware, qui est un beau bébé. Les deux se battent. Je ne pas l'embêter, moi. Voilà, comme 2 enfants dans un bac à sable. Il a juste gagné l'entre-deux, que toute la salle s'est levée. Donc en fait, c'est vraiment l'image de la soirée. C'est presque, OK, vous avez mis des 3 points, OK, vous avez fait de belles actions, mais aussi, on a salué votre engagement. Et c'est là où ils sont partis gagner ce match. C'est l'engagement d'une équipe qui veut jouer les play-in, qui veut jouer les play-offs, qui sont battus sur chaque ballon. L'adresse, il y a des soirs où ils vont mettre 5-3 points. Voilà. Au Portel, ils avaient gagné 53 à 55, je me rappelle. Mais ils s'étaient battus. Et voilà, c'est vraiment ce truc. Et ça, Julien, il le sait très bien, plus que personne. Il sait qu'à Saint-Quentin, si tu te bagarres, tu risques tu vas perdre le public. Après, l'engagement, il y a toujours de l'engagement, en fait. Mais il y a 2 engagements en basket, et aussi dans le sport collectif. Il y a l'engagement personnel et l'engagement collectif. C'est-à-dire que les joueurs, ils peuvent se battre, entre guillemets. On dit se battre au basket. Comme on dit il y a 2 jours. Être combatif, oui. Être combatif individuellement. Et aussi, mais après, il y a aussi le combat collectif, en fait. Et là où on a vraiment vu Saint-Quentin samedi, c'est un combat collectif. C'est-à-dire que tout le monde était en alchimie pour aller vraiment au combat ensemble. On va réécouter rapidement une dernière fois Julien May qui revient notamment sur ces 2 éléments qu'on vient d'évoquer. Et on analyse juste après quelques actions avec Greg et Anthony. De toute façon, en termes d'intensité, de dureté, tu vois, pendant 40 minutes, je me suis jamais dit... sur un joueur, là il est en train de tricher. Là il fait pas l'effort. Jamais. Et c'est quelque chose que j'ai pu vraiment me dire la semaine dernière, très souvent. On était feignants. Là ce soir il n'y a pas un mec où tu te dis il fait pas le pas supplémentaire. Donc il y a énormément de travail encore, parce que ce soir il y a aussi beaucoup d'erreurs. Mais je peux accepter qu'on fasse des erreurs à partir du moment où on donne tout. Et effectivement je vais pas lâcher pour qu'on puisse tout donner à tous les matchs. Et quand on fera ça, OK, il y aura des matchs où on mettra 85 points, en mettant 15 sur 31 3 points. Puis il faudra accepter qu'on mette moins 3 points, mais qu'on soit certainement moins permissif défensivement sur certaines actions, qu'on prenne plus soin du ballon. Et ça, c'est de l'exigence. Et l'exigence, il faut qu'on l'ait, parce que si on a envie de continuer de jouer dans le classement est tellement serré aujourd'hui, tu peux toujours être en play-off direct, mais tu peux aussi ne pas être au play-in. Il faut bien l'avoir en tête. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tous envie de jouer une phase finale. Ils ont tous envie. Maintenant, c'est bien d'avoir envie, mais il faut mettre
sur le terrain, le pourquoi. J'ai envie et voilà comment je vais faire. Le comment, plutôt pas le... Tu vois ? Et ça, ce soir, ils l'ont fait. On l'a fait. Et donc, je suis très fier d'eux pour ça. Greg, l'envie de jouer une phase finale, les choses sont claires, hein, les bases sont posées, Julien a été cash. Oui, et puis ça va jouer à tous les niveaux maintenant. Donc Saint-Quentin, ils sont en ballottage avec pas mal d'équipes, avec Le Mans notamment, pour la 7e place. Donc l'Asvel, ils vont jouer à l'Asvel. C'est pareil, ils sont en plein en coup de bourre pour être en haut du classement et se maintenir en haut du classement. Donc ça va être très compliqué. Allez, on va commencer l'analyse de quelques séquences de jeu. La première, c'est Anthony qui s'y colle avec, à la finition, un très gros shoot de Jérôme Robinson. On appelle ça une moulaga dans le jargon de Greg Lambert. En préparant cette émission, il m'a dit c'est un shoot de moulaga. Donc voilà, c'était pour la petite, le petit coucou. Anto, c'est à toi. Bon, on peut avancer. Du coup, en fait, c'est vraiment une action qui est... En fait, c'est bien qu'on l'analyse parce que je pense que c'est l'action qu'en fait, on a très peu vue et heureusement, en fait. Voilà. Ça, c'est une action qu'on a vue contre Nanterre, c'est-à-dire que voilà, de l'isolation. Donc après, c'est bien qu'il y ait quand même une agressivité de la part de Nolan parce qu'on appelle ça un match-up. Il est sur McDuffie qui est poste 4. Donc il est censé aller plus vite. Mais l'autre, quand même, il défend bien. Voilà. Donc du coup, c'est dribble, on redribble. Et là, c'est un peu passe. Alléluia à Jérôme Robinson qui se démarque bien. Il vient dans la fenêtre de passe. Voilà. Donc passe de Nolan pour Jérôme. Et après, c'est le talent qui parle. Ouais. Boum, 3 points. Mais voilà, ces actions, on les a très peu vues samedi. Et tant mieux. Parce que j'ai presque envie de dire que c'est un beau panier. Mais pour moi, ce n'est pas une très belle action de basket. Et derrière, il y a la faute en plus. Hein. Derrière, il y a la faute en plus. Après, il est spécialiste quand même, Robinson. Ouais, je vais dire, il n'aime pas, D'ailleurs, je crois il que pas son si coup mes d'essai. souvenirs sont bons, peut-être que je me trompe, mais je pense que derrière, Nolan sort pour, voilà, et que Julien lui dit voilà, tu as trop dribblé. Et c'est ce qu'il ne veut pas voir en fait. Il veut voir la balle bouger. Et là, la balle, pour vous, mais en tout cas pour moi, elle n'a pas bougé. Allez, on continue avec toi, Greg. Une belle action collective encore. Et cette fois, c'est Loïc Schwartz qui va s'illustrer à longue distance. Lui aussi, qui est coutumier du fait. Greg, c'est à toi. Ouais, donc là, on peut avancer. On a Robinson qui a le ballon dans l'aile, qui va prendre un shoot en première intention, je crois, avec l'écran de William Pfister. On peut avancer. Donc, shoot avec un rebond de William, justement. Là, William va sortir là, pour laisser le couloir de 1 contre 1 à Jérôme Robinson. Donc là, on peut avancer. Voilà, il utilise 1 contre 1, mais il est bloqué par 2 joueurs. Donc là, on a ce qu'on appelle au basket un renversement de balle. Donc William Pfister va renvoyer à Loïc Schwartz, qui va tout de suite regarder à l'opposé, en fait, du côté droit. On peut avancer. Tout ça pour faire avancer, pour faire bouger la défense, en fait. Voilà, tout simplement, avec Charvin qui va aller vers l'écran pour Lucas Boucault, je crois. Donc on peut avancer. Donc Lucas va aller vers la ligne de fond. On avance. Voilà, le petit pick and roll. Et puis là, c'est l'intelligence de jeu, en fait. Parce que c'est vrai qu'Hugo, là, finalement, il peut... En plus, il a la capacité d'aller dunker, là, finalement. Et donc là, mais là, il va prendre le choix sur la prise à 2 de renverser le ballon. Double renversement avec un shoot de Loïc Schwartz. Extra passe. Donc, là, pour le coup, c'est une belle action collective. Bien déroulé. Greg, on reste avec toi. On va découvrir la 3e et dernière action de cette rencontre. Un ballon qui circule bien, peut-être un peu trop, des fois, comme l'a dit Julien, c'est son jugement. Et cette fois-ci, c'est Jovan Onyangue qui va conclure et s'illustrer encore une fois à longue distance, Greg. Donc avec Nolan qui va attendre la remontée on peut avancer de Kirkwood. Voilà, bon ça c'est assez classique du côté de Saint-Quentin, c'est le système classique avec un écran, ce qu'on appelle un pick and roll de l'intérieur. On peut avancer, voilà, qui va plonger vers le cercle. Voilà, on voit déjà que c'est Oleg Isaac, je crois, qui remonte vers le poste, vers le lancer franc. Donc là, avec, on peut avancer. Kirkwood qui est toujours le ballon. Voilà, le pic qui arrive là classique de Oleg Isaac qui va presque feinter de faire l'écran, il va plonger rapidement vers le cercle, donc il va aller vers le cercle, donc pick and roll, ce qu'on appelle un pick and roll. Voilà, il enroule et puis il va vers le cercle et là, belle intelligence de jeu, donc belle passe déjà. Ça renverse. Et ça renverse. Et on va aller chercher Onyangue là-bas dans... Onyangue ou Nyang ? Onyangue. Onyangue, c'est ouais. moi qui me trompe là. Ouais, voilà, à 3 points dans le corner. Donc là, on peut souligner quand même de la belle polyvalence des intérieurs, parce que c'est vrai qu'ils ont des tirs quasiment ouverts sur des hooks, il est possible, mais ils vont toujours aller chercher l'extra passe et tout ça, donc c'est très appréciable. Sur le tir de Jovan, il est vraiment bien, il est presque derrière la planche.
Donc je lui dis, mais ça c'est tir un peu de chance un peu. Il dit non, c'est du travail. Voilà. C'est du travail. Ouais, comme le tir de Robinson, hein, il y a beaucoup de travail. Il travaille ses shoots à l'entraînement. Merci pour ces analyses. Je le disais il y a quelques instants, le mois d'avril qui se profile et qui a commencé aujourd'hui, j'en ai fait les frais juste avant l'émission, un calendrier compliqué pour l'USQBB. Ça commence dès ce week-end avec un déplacement du côté de l'Asvel. L'Asvel qui nous réussit pas beaucoup cette année, on en a pris 2. Hein. L'Asvel qui ne réussit pas, on a pris 2 pilules. Bon, une fois c'est 14, mais ils étaient en plus 30 dans le 3e quart-temps. En Coupe de France, on s'en rappelle. Ça, c'est une équipe qui est pour moi aujourd'hui la plus forte du championnat, c'est-à-dire la plus régulière. Ils restent sur 4 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Monaco est très très fort, mais eux vraiment, ils puisent dans des joueurs qui ça nous. Voilà, le match-up n'est pas bon, c'est-à-dire qu'ils switchent sur tous les écrans. On n'aime pas ça. Ils sont costauds. Ils ont des joueurs, Théo Malédon, Nando Docolo, Paris Lee, qui vont très vite balle en main, qui naviguent très vite la balle. Et contre Chalon, ils ont battu le record de tirs à 3 points, avec plus de 20. Et Théo Malédon, il finit à 5 sur 7. Hein. Voilà, donc en fait, ça peut. Voilà, si on vient là-bas et qu'on n'est pas à 100% de nos capacités, ça risque d'être très dur. Mais ils ont battu Paris, donc tout est possible. Hein. Derrière, le SQB s'en va défier Monaco sur le Rocher. On va recevoir Cholet. Bon, on va se déplacer au BCM. Mais moi, je me dis quand même que le match face au MSB le 3 mai prochain, il peut être très important. Il va être super important ouais, pour les deux équipes de toute façon. Mais bon, le Mans en ce moment, c'est en train de monter en flèche. Et bon, ils ont mis une fessée, je crois, je ne sais plus à qui, là, à Cholet. À Cholet, justement. Donc après Cholet, pareil, qui sont dans un mood, entre guillemets, juste avant la finale. Donc, ils ont perdu Bastien Vautier. Ouais. Le Mans va jouer dimanche à Paris. Je veux dire, il y a aussi Dijon qui. Il y a une fin de championnat pour toutes les équipes. C'est hyper homogène. En fait, c'est sûr que si tu fais 0-4 sur ce mois d'avril, ça risque d'être compliqué. Mais aujourd'hui, comme ils l'ont dit, s'ils veulent jouer les phases finales, tu ne peux pas faire 0-4. Donc, t'en prennes au moins 2. Voilà. Automatiquement, ils vont rencontrer une de ces équipes-là. Ils seront à la 8e place, Saint-Quentin, 8e, 7e place, on ne sait pas exactement. Mais automatiquement, ils vont rencontrer le haut du tableau. Donc, il faut jouer ces équipes-là. Ok, messieurs, on arrive déjà à la fin de cette première partie. Mais comme chaque semaine, je vous demande votre pronostic. Et je vais commencer par Anthony. Victoire de 1 point. Ok. 68-69. D'accord, 68-69, 1 point pour Anthony. Greg ? L'Asvel n'a quasiment pas perdu à domicile cette saison en Ligue, donc 10-1 je crois, 10 victoires, 1 défaite. Donc on parlerait d'un exploit vraiment. Paris qui n'avait pas perdu, donc. On parlerait d'un exploit sportif. Après c'est facile de jouer la victoire quand même. Hein. On est d'accord. Non, moi je donne une défaite de Saint-Quentin. Bon, celui qui perd son pari, et cette fois-ci je note, ramène les chocolats pour la semaine prochaine. Une dizaine de points, 92 à 82 pour l'Asvel. Et Greg ne sera pas la semaine prochaine, donc ça t'arrange bien. Je termine le travail. Et mais à chaque fois que je pronostique, souvent je me plante. Donc ça serait pas mal. Allez, on va croiser les doigts. Anthony, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Ça marche. Même heure, même endroit, sur le même plateau. Greg, tu restes avec nous. Dans quelques instants, on va parler basket région, R2, U15, U18 et on vous explique comment gagner une place pour aller à SQBB Cholet. A tout de suite sur ma télé. Anto, ciao. De retour dans 100% basket, toujours en compagnie de Greg et on va parler basket région puisque samedi soir, c'était soir de derby entre la CTC Chauny Saint-Quentin et Gauchy. Une rencontre forcément très disputée, c'était de la R2. Oui, avec un beau, des enjeux plus pour Gauchy que pour Saint-Quentin. Saint-Quentin était à peu près sûr de se maintenir en Régional 2. Gauchy n'était pas encore sûr à 100%. Avec cette victoire-là de Gauchy, ils sont maintenant sûrs de se maintenir dans la Régional 2. Et c'est très bien. On a Gricourt qui est en haut de ce classement-là. Deuxième, toujours. Deuxième, et puis très bien parti. On avait reçu Fabien Bidard, le coach de Gricourt, il y a quelques semaines, et qui continuent leur parcours, leur petit bonhomme de chemin en tête. Et on espère qu'eux vont pouvoir retrouver la R1, mais en tout cas, on aura au moins Gauchy et Saint-Quentin en R2. Bon, dans cette rencontre, les deux équipes se connaissent forcément, il y en a qui ont joué ensemble, il y en a qui ont porté les mêmes couleurs, donc c'est toujours un match avec une saveur qui est un peu particulière quand même. Ouais, c'est toujours particulier. Ça reste toujours bonne ambiance. Ouais, c'est ça reste vraiment en bonne ambiance. Et puis, il n'y a pas cette ambiance derby où ça va friter et tout ça. Donc, c'était sympa à regarder. Et puis, j'y étais, ouais. Et donc, c'était vraiment sympa à regarder avec un petit peu d'enjeu. Et puis, un peu de suspense aussi. Un peu de suspense à la fin. Saint-Quentin s'est bien accroché. Gauchy voulait vraiment la victoire. Et je pense que c'est le meilleur qui a gagné sur ce match. Eh bien, nos équipes et Roxane étaient présentes samedi soir du côté du gymnase Bertrand Gamès. Et je vous propose maintenant, c'est de découvrir en images le résumé de ce match.
Au gymnase Bertrand Gamès, une rencontre de R2 avec des airs de derby samedi soir entre la SG Gauchy et la CTC Chauny-Saint-Quentin. Malgré un avantage repris par les locaux en deuxième mi-temps, ce sont bel et bien les Gaziacois qui vont reprendre le lead de cette rencontre et s'offrir la victoire 66-71. La différence, la solidarité entre nous, je pense, là, parce qu'on a été solide sur notre zone qu'on a mis en place, ça leur a fortement gêné. On a alterné, un coup de zone, un coup d'indiv, on les a perturbés, on s'est pris un petit peu de tir à 3 points avec leur adresse, on les connaît. Mais par contre derrière on a su réagir défensivement et offensivement sur de belles phases de jeu. Plus défensif, on va dire que là l'adresse nous pêche depuis un moment, on n'a pas, même si on en met un petit peu, on pourrait en mettre beaucoup plus. Par contre je trouve que là depuis 2 matchs défensivement on est très solide. Un coup de mou, comme dans tous les matchs, on a eu notre temps fort, notre temps faible. Donc ce temps faible là on l'a mal géré, on a chuté trop rapidement, on bougeait plus, il n'y avait plus de mouvement sans ballon, donc c'est ce qui a pêché, ce qui leur a permis de remettre des points derrière. On peut améliorer, c'est l'offensif, mais pour ça il faut s'entraîner. Donc voilà, si on est 10 à l'entraînement, on peut travailler l'offensif. On le voit, ce soir, on a été des fois c'est brouillon, on cafouille parce qu'on ne sait pas, parce que à l'entraînement on n'est pas assez pour travailler tout ça. On a mis en place depuis le début de saison 3-4 systèmes de jeu sur notre indiv. Là on a mis en place depuis 15 jours un nouveau système. On rentre tout petit à petit dedans, donc on peut voir ça pour l'améliorer pour les prochains matchs. La suite, qu'on continue cette lancée, on est sur 2 matchs très corrects, que ce soit offensivement, même défensivement, donc qu'on continue de travailler, qu'on essaie d'être assez nombreux, ça c'est un appel à tout le monde pour la semaine. Et voilà, on fait avec le travail des uns des autres, mais par contre oui, c'est l'axe de travail, c'est le travail offensif. Parce que défendre c'est de l'envie, donc je pense que si à partir de là, si on a envie, ça va marcher. Par contre sur l'attaque ça se travaille et on ne peut pas comme ça claquer les doigts, arriver le samedi et pouvoir jouer sur des systèmes de jeu. Aujourd'hui, oui, fier de l'équipe, fier aussi la semaine dernière, on a fait deux belles prestations, donc plutôt content. C'est dommage qu'on se réveille sur cette fin de saison. Je pense qu'on est maintenu aussi, donc on joue avec moins de pression on va dire. Voilà, donc après on verra ce que ça donne à la suite. Malgré ce succès, la SG Gauchy reste toujours 8e au classement et se donne les moyens de faire une belle fin de saison, tout comme les Saint-Quentinois qui pointent à la 6e place de R2. Bon, on a entendu Anthony, les gars, il faut venir à l'entraînement parce que si on veut jouer le samedi et être efficace. Après, c'est compliqué quand on joue dans ce genre de championnat, c'est d'allier le travail, la profession et venir s'entraîner le soir avec la vie qu'on a de famille. C'est compliqué tout ça. Ouais, comme il disait Anthony Delbar, là, qui parle d'ailleurs très bien, il faudrait qu'on l'invite un jour et qu'il vienne à l'antenne. Je vais te donner une mission, la prochaine fois que tu viens, tu l'invites. Ouais, on va essayer de l'avoir. Et on a vu aussi un beau panier de Yanis Baligné qu'on avait vu en début de saison sur son lay-up là. Mais oui, c'est vrai, c'est ce qui fait vraiment la différence de toute façon entre le haut du classement et le bas du classement. Et c'est cette fréquence à l'entraînement en fait, tout simplement. Les joueurs qui ont du mal à se réunir pour venir à l'entraînement. Est-ce que maintenant l'entraînement est perçu pour eux comme une obligation plutôt qu'un plaisir en fait, tout simplement de venir et puis boire un coup avec les copains après quoi. Donc, mais c'est ce qui fait vraiment la différence. Ouais. Alors, on voit des joueurs, moi je les connais, les Aurélien Delmer, les William Avaux, les Adrien Leclerc. Voilà, c'est des joueurs qui se connaissent tous et ils ont tous des professions à côté, mais derrière ils viennent s'entraîner avec de la rigueur, des fois un peu moins parce que c'est compliqué, mais toujours le plaisir également de se retrouver sur le terrain de samedi soir. À ce niveau-là, le plaisir, il est déjà au très haut niveau, je pense que le plaisir il est quand même important quand même si c'est une profession. Là, ça devient indispensable. Si tu ne prends pas de plaisir à venir t'entraîner et jouer le week-end avec les copains et tout ça, c'est compliqué quoi. Alors justement Greg, en préparant cette émission, tu voulais qu'on parle de classement. Alors aujourd'hui, on a travaillé et on va vous proposer le classement de cette division de R2, mais pour l'analyser, c'est toi qui t'y colle. Alors justement, il va apparaître juste à côté. Alors c'est en petit. Alors moi c'est en petit, c'est un test de vue pour moi. Exactement, en même temps. Mais bon, je le connais à peu près. Donc il y a 2 descentes, il y a Oningue et Neuville en Ferrand, pardon, qui va certainement descendre. Il y a 2 descentes. Mais après c'est un petit peu compliqué pour la R2, c'est qu'en fait ils doivent dépendre aussi de ce qui se passe au-dessus. Donc si tu as des National 3, des National 2, National 3 ou R1 qui descendent, qui sont des Hauts-de-France et qui vont descendre, en fait ça fait effet domino derrière et on est obligé de faire descendre d'autres équipes. Donc c'est pour ça que Gauchy n'était pas encore sauvé, alors qu'on les voit bien assis à la 8e place, je crois, avec Saint-Quentin qui est au-dessus. Ce qu'Anthony disait dans le sujet, c'est que apparemment il serait maintenu.
Oui, là c'est à peu près sûr. Bon, il faudra vraiment une grosse catastrophe pour qu'il y ait beaucoup d'équipes de National 3 des Hauts-de-France qui descendent pour faire descendre tout le monde en fait, pour maintenant. Ça a été le cas. Il y a une année, je crois que c'était soit tu montais, soit tu descendais. Donc c'était... mais là, je pense que c'est sauvé pour eux. Et puis la CTC qui a fait une belle saison également dans le ventre mou du classement pour pas descendre. Et on voit notre équipe de Gricourt, là, Gricourt Basket, qui est deuxième derrière Dechy. Donc qui a fait une belle saison avec une équipe très jeune, en formation, voilà, qui apprennent et qui, j'espère qu'on va les retrouver en R1 l'année prochaine. Il reste combien de journées avant la fin du championnat ? Il reste 2 journées pour Gricourt et Saint-Quentin parce qu'ils ont fait un match en avancée. Voilà. Et il reste 3 matchs pour Gauchy, donc tout est encore faisable. Gricourt peut encore espérer une montée. Compliqué, une montée directe compliquée. Après, il faut savoir qu'il y a 4 poules de R2. Et donc, en fait, il y a les 2e et 3e de chaque poule qui vont se croiser à un moment donné pour aller au Final Four et avoir une autre montée. Gricourt et Saint-Quentin s'étaient affrontés, c'était le 22 novembre dernier. Et Gricourt l'avait emporté 79-53. Gauchy, la semaine prochaine, ils ont aussi un gros match. Ils jouent le 9e au classement, l'équipe de Marny. Et Gauchy, à l'aller, s'était imposé chez eux à Delon. C'était imposé. Et puis Marny, ça va être. C'est une équipe réserve d'une R1. Donc ils peuvent faire descendre aussi parce qu'ils ne veulent pas descendre. Donc ils vont certainement faire descendre des joueurs de la Régionale 1 pour voilà. Après, Gauchy n'a plus vraiment d'ambition maintenant. Ils ont fait le travail. Et ils ont du mal à se déplacer, clairement. Donc. Il y a beaucoup de joueurs qui mettent leur petit panneau absent. Là, pas un Greg Lambert sur... non, 48 ans, non, j'ai déjà assez donné, c'est bon. Allez, on va parler maintenant, si tu veux, des U15 du SQBBJSC qui restaient sur une grosse victoire, il me semble, face à Mulhouse fin mars. Et ce week-end, ils vont aller affronter également une CTC, Paris Basket Avenir, leader de la poule, 7 matchs, 7 victoires. Leader de la poule, pas loin d'être favori pour le titre de champion de France de poulotte. Donc un gros match de toute façon pour l'équipe de Félix Corban. Qu'on a reçu également, Johan Dudbou aussi qu'on a reçu également, qui est assistant de cette équipe-là. Donc oui, un match très compliqué quoi qu'il en soit, surtout que Saint-Quentin n'a plus aucune chance d'aller au Final Four de poule haute. Donc on va voir, j'espère qu'ils vont se battre jusqu'au bout, au moins avoir les bonnes intentions. Et puis après, victoire ou défaite, ça on verra bien. Mais c'est vrai que les U15 et les U18, voilà, on en a déjà parlé il y a quelques semaines, mais les U15, voilà, ça va être dans l'évolution, ils vont devenir des futurs U18, donc cette formation, elle est importante aussi, et ce genre de rencontre, c'est formateur. C'est formateur parce qu'on est vraiment sur des équipes typiques de la région parisienne, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intensité sur les lignes arrière notamment, beaucoup de défense très agressive sur les lignes arrière, donc c'est un test vraiment pour ces joueurs-là, de voir s'ils peuvent rivaliser avec de l'intensité phique, des qualités athlétiques. Il y a des joueurs en U15 qui sont au-delà des 2 mètres, il faut le savoir. Donc, il y a des gros potentiels et il y a beaucoup de gros potentiels entrant au centre fédéral l'année prochaine, dans les U15 notamment, des 2 côtés. Parce qu'il y en a aussi quelques-uns du côté de Saint-Quentin, mais il y en a aussi beaucoup du côté de Paris. Je fais une parenthèse, on n'est pas très loin de la région parisienne. Comment on peut séduire des jeunes de région parisienne à venir à Saint-Quentin et renforcer un peu ces équipes qui sont en formation, on le répète, mais qui ont aussi besoin de se former? Il y a le projet sportif. Après, il y a à Saint-Quentin, de toute façon, en U15, je parle, en U15, ils dépendent déjà du Pôle Espoir. Du Pôle Espoir d'Amiens, qui est géré par Johan Dudbou, qu'on a reçu il n'y a pas longtemps. De toute façon, ce sont ces joueurs-là qui viennent de toute la Picardie. De l'Oise, beaucoup de l'Oise, un petit peu de l'Aisne et un petit peu de la Somme. Et ces joueurs-là, de toute façon, viennent jouer à Saint-Quentin. Donc, à la limite, ce ne sont pas vraiment des joueurs formés localement, on va dire. Des JFL, comme on les appelle dans le jargon. Qui font partie de cette équipe de Saint-Quentin. Après, pour les U18 et les espoirs, ça, c'est un autre débat, c'est un autre problème. Et là, il n'y a que le projet sportif, en fait, qui fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut que le centre de formation fonctionne bien. Fonctionne bien à la base, même si on ne parle pas de résultats tout le temps. Bien structuré déjà. Bien qu'il soit bien structuré, avec des entraîneurs à l'écoute et tout ça. Virgile est à la tête de tout ça à Saint-Quentin et il le fait plutôt bien pour sa première saison, même s'il n'y a pas de résultats. J'allais te le dire, Greg, c'est vrai que on suit les espoirs, ils ont du mal
tout simplement à gagner cette année. Après, il y a des grosses équipes, on l'a encore vu face à Dijon ce week-end. En face, c'est costaud. Et c'est là peut-être où on peut voir cette différence de niveau dans la formation. Il y a une différence de niveau, une différence de potentiel aussi, hein, clairement. Il y a aussi, faut le dire aussi, il y a des équipes de haut niveau où le centre de formation est au centre du projet, hein, en fait. Hein. Tu prends Cholet, ils ont formé je ne sais combien de joueurs qui jouent maintenant en équipe de France, qui jouent même en NBA. On va refaire la liste, mais les Nando De Colo, Rudy Gobert de chez nous, il est passé par Saint-Quentin, mais il a été essentiellement formé à Cholet. C'est là où il a évolué. Et c'est là où il a explosé, en fait. Hein. Donc Nando, il y en a plein, en fait. Hein. Le Mans est aussi un gros centre de formation. Donc il y a aussi l'envie, entre guillemets, du club d'avoir un gros centre de formation pour pouvoir glaner pas mal de monde. Et c'est vrai que Saint-Quentin, c'est ce qu'ils essayent de faire. C'est compliqué, on y va marche par marche, mais la création du siège, des chambres pour les jeunes, voilà, on parlait de structure tout à l'heure. La structure, elle est tout doucement en train de monter. C'est ça, c'est un centre de formation qui est récent. Encore, tout simplement. Donc il faut qu'il. On rappelle pour évoluer en Betclic ou en Pro B, Pro B je ne sais pas, mais Betclic c'est sûr, il faut obligatoirement avoir un centre de formation, c'est dans le cahier des charges de la Betclic. Ouais, agréé, sinon tu passes pas. En fait, il y a beaucoup de clubs. Agréé, pardon. Ouais, prends Blois, qui n'a pas pu monter une année en Pro A, je crois, parce que leur centre de formation n'était pas agréé. Donc c'est une obligation, donc, mais il ne faut pas le prendre comme une obligation, il faut le prendre comme quelque chose, ça permet de maintenir entre guillemets en forme un joueur comme Diakité, par exemple, qui ne joue pas beaucoup avec les pros. Qui fait des perfs en espoir. Et qui fait des perfs en espoir, c'est une mentalité en fait, c'est une philosophie. Exactement. On va parler des U18 maintenant, Greg, si tu veux bien, des hommes de Christophe François et de Jérôme Lavallée. Qu'on avait reçu il n'y a pas si longtemps que ça ici sur ce plateau. Ils se sont inclinés, eux, lors de leur dernier match, c'était face à Charenton. Là encore, une équipe de région parisienne à Charenton. Ouais, là c'est des anciennes images, mais c'est pour voir un petit peu les gamins qui, et au moins la qualité de jeu, là, Axel François qui pénètre. Voilà, on voit qu'il y a une belle qualité de jeu également. Ils ont fait un gros match juste avant Charenton. Ils ont fait un gros match contre le Centre Fédéral. Ils sont imposés. Ils se sont imposés, et vraiment un match de super quali, et il faut vraiment les féliciter pour ça, et un très bon coaching également pour faire déjouer le Centre Fédéral qui était arrivé quand même avec des joueurs, tous les U18 et certains U18 qui jouaient aussi en National 1. Hein. Donc vraiment, il y avait un gros écart athlétique entre les deux équipes et physique, mais tactiquement ils ont dominé les Saint-Quentinois, et dans l'envie également. On parlait d'envie tout à l'heure. Donc oui, ils sont encore en lice malgré cette défaite à Charenton pour aller chercher le Final Four de poule basse. Et on les encourage. Voilà, ils ont un match ce week-end contre Liévin qui est en dessous d'eux au classement. C'est un match impératif à prendre. Et derrière, ils vont jouer Cergy Pontoise qui est en même temps qu'eux au classement, premier ex-aequo avec Saint-Quentin, le Centre Fédéral, premier ex-aequo, et Cergy. Donc il va falloir gagner à Cergy, ça va pas être donné. Justement, le classement, on l'a ici, tu nous l'as dit un petit peu, mais on va le montrer à nos téléspectateurs. Le SQBB JSC est toujours premier. Ouais. Il va falloir la garder cette place. Et Liévin, c'est à domicile. Liévin, c'est à domicile, et il faut aller à Cergy la semaine suivante ou 2 semaines après, parce qu'il y a les vacances scolaires qui vont passer en ce moment. Donc c'est le gros match à Cergy. Il ne faut surtout pas se faire piéger à domicile contre l'équipe de Liévin. Mais ils sont premiers pour l'instant au point-avérage. C'est un point-avérage à 3 équipes, donc ils sont pour l'instant au point-avérage premier. La suite de la saison, ça va se passer comment pour les U18? Ils ont encore quelques matchs, 3 matchs je crois, et puis après c'est soit élimination, vous repartez en vacances tous au mois de mai concrètement, ou soit vous allez chercher ce petit titre de champion de France. Petit, c'est quand même assez... qui serait pas mal dans le palmarès du club de Saint-Quentin. Mais concrètement, ça se passe comment on va dire les phases finales entre guillemets? En fait, il y a 3 ou 4 groupes de poules basses, et après c'est pareil, ils vont croiser tout le monde pour créer un Final Four poule basse en fait. Je pense qu'ils prennent les 4 premiers, il y a 4 poules basses, les 4 premiers, ils font un Final Four, comme ça avait été le cas l'année dernière avec les Minimes, les U15 donc de Saint-Quentin, qui ont perdu en finale de la poule basse pour être champion de France poule basse. Bon, on va se le dire, est-ce que Saint-Quentin a des chances d'aller peut-être
effleurer l'idée d'aller décrocher un titre de champion de France, pourquoi pas? Pourquoi pas. Ils ont montré de la qualité. S'ils montrent de l'envie, comme ils ont fait contre le Centre fédéral, de l'envie collective et de l'envie de gagner, c'est jouable pour toutes les équipes. Parce qu'on rappelle que dans ces phases finales, on va avoir en face quasi des équipes du même calibre que le Centre fédéral. Donc ça va être des matchs qui vont être toujours très durs physiquement. Et cet enchaînement de matchs, il va falloir le gérer. Et c'est aussi le boulot de Christophe et Jérôme. Ouais, c'est ça, il faut enchaîner. Surtout que beaucoup de joueurs sont sur des doubles projets. Donc ils s'entraînent beaucoup avec les espoirs. Certains jouent avec les espoirs. On voit Arthur Pamar, on a vu sur les images Arthur Pamar qui est le meneur, qui se ramène déjà 25 minutes avec les espoirs. Il faut qu'il joue presque la totalité du match avec les U18. Donc c'est compliqué pour la gestion du corps et puis la gestion de la fatigue. Quand tu arrives en fin de saison, c'est là où tu es plus susceptible de te blesser quelque part. C'est ça. Donc pour l'instant, on croise les doigts, ils passent tous à travers les gouttes. Mais il y a des joueurs aussi qui vont devoir se montrer aussi. Le petit Thiago Vieira qui peut aussi sortir du banc et montrer des choses. Et puis le fils de Francis qu'on voit intervenir régulièrement, Wilfried qui est blessé actuellement, donc il lui va revenir aussi. Il double aussi en espoir. Il double aussi un petit peu en espoir, mais il ne joue pas beaucoup en espoir. Donc, mais il joue beaucoup quand même, beaucoup avec les U18. Donc c'est des doubles projets, tout ça. Donc il faut que tout le monde arrive à... Et puis après, c'est pareil, il y aura une question de priorité. Est-ce qu'ils vont mettre la priorité sur les espoirs ou sur les U18 pour aller jusqu'au Final Four? Je pense que les dernières, ils avaient mis la priorité pour le Final Four, donc c'est bien. On aura peut-être des images du match de dimanche face à Liévin si Greg Lambert y prend son téléphone? Et je ne serai pas là, je serai à Paris. Parce que mon fils en U15 joue à Paris, donc bon, tant pis. Arrange-toi autrement. Mais on va. Oui, je te donnerai des images. Je sais comment trouver des images. Bon, voilà, c'est exactement ce que je voulais entendre. On a encore quelques instants dans cette émission et avant de vous parler du jeu concours qu'on va vous proposer pour gagner un ticket. Je te l'ai pas dit, Greg, mais je voulais un petit peu qu'on parle de N1 et de ton frère Seb du côté de Challans. On en est où en Vendée? Ça se porte très très bien. Seb, il est sur un projet depuis 3 ans maintenant là-bas à Challans. Il fait monter, comme il avait fait un petit peu avec Saint-Quentin, il fait monter gentiment cette équipe vers le plus haut et se rapprocher le plus près possible de la Pro B. À titre personnel, je suis très fier de lui parce qu'en fait, il a fait monter quand même Saint-Quentin en Pro B. C'est la première étape. Avant de jouer la Pro A avec Julien Mahé, il faut monter aussi en Pro B. Donc c'était la première étape. Il a fait monter Chartres. Il était là à Chartres pendant 6 ou 7 ans sur des longs projets parce qu'il aime bien des longs projets. Saint-Quentin, Chartres et Challans. C'est des gros projets où il s'est inscrit dans la durée, Seb. C'est ça, il s'inscrit sur la durée. Et donc Chartres, il a réussi à monter avec Chartres une fois et il a failli monter une deuxième fois parce qu'ils sont redescendus. Il a failli monter une deuxième fois mais c'était l'année du Covid où on a tout arrêté. D'ailleurs, Saint-Quentin, cette année-là, on a commenté les matchs, on n'était pas si mécontents que la saison s'arrête. Voilà, c'est ça. Et puis là, il est bien parti, les 3e de la poule haute avec son équipe de Vendée Challans. Donc il fait une belle carrière. Avec des têtes qu'on connaît du côté de Challans, je pense notamment à Jérémy Bichard. Kevin également a porté les couleurs de Challans. Les objectifs, c'est quoi pour Seb, remonter en Pro B cette année ou attendre encore peut-être la saison prochaine? Je pense que c'est la même philosophie qu'ils peuvent avoir à Saint-Quentin. Parce qu'avant Saint-Quentin, Julien Mahé a bossé aussi des années avec Laurent Prache et puis toute son équipe autour pour restructurer le club. Et c'est important de restructurer parce que quand tu arrives là-haut, ça fait la différence en fait clairement. Donc là, à Challans, et comme ils avaient fait avec Chartres en fait, qui est encore en Pro B cette année, mais en difficulté. Mais compliqué, du côté de Chartres, ils ont coupé le coach il y a 15 jours. Il n'y a pas longtemps, mais voilà, ils ont une belle salle et tout ça. Ils ont restructuré vraiment au niveau marketing, au niveau de la salle, parce que c'était important aussi d'avoir une grande salle pour être en Pro B. On espère pour eux qu'ils ne vont pas descendre maintenant. Mais à Challans, c'est le même travail. En fait, il faut structurer pour les amener sur des structures de Pro B. Et puis, une fois que ça sera fait, je pense qu'il arrivera à les faire monter. On a même un ancien Saint-Quentinois, Hugo de Freitas, qui joue là-bas et qui est sur le banc de l'équipe première. Alors, il est un peu en galère. Et qui a connu des blessures assez sévères et embêtantes. Ouais, il a des déboires physiques et des blessures compliquées à gérer émotionnellement et puis mentalement.
Et donc il va s'en sortir, le petit Hugo, mais c'est assez compliqué pour lui. Mais oui, effectivement, il était parti sur ce qu'on appelle un double projet. Souvent, les espoirs recherchent ce genre de projet-là. C'est-à-dire que tu joues en National 3, tu t'entraînes avec la National 1, et puis dès que tu as une petite porte ouverte pour la National 1, tu t'essayes de saisir ta chance. Ouais. Ok, Greg, est-ce que tu as quelque chose à rajouter dans cette partie basket région Non, après. On a brassé tout ce qu'on avait à dire aujourd'hui. Ouais, on a bien brassé. Après, on parle très peu de basket féminin. On en parlera. Alors c'est promis. Greg, tu le sais, et je vais vous le dire, on se bat. Et je sais que c'est compliqué. On essaye d'avoir dans quelques semaines Perrine Leloche qui sera sur notre plateau. Elle m'a dit qu'elle viendrait. Elle a un agenda très compliqué à gérer, mais elle sera là et ce serait vraiment un plaisir parce qu'elle a une belle carrière aussi dans le basket féminin. Ouais, elle serait bien placée pour parler du basket féminin. Oui, vraiment une belle carrière de haut niveau. Elle a commencé à Bohain notamment et formée à Bohain et puis après elle est partie vers d'autres cieux. Mais oui, ça serait. On a l'équipe de Gauchy qui essaye. Qui va peut-être accrocher, c'est l'équipe de Thomas Jupin, et qui avec notamment Fabienne Dio qui joue dedans, vraiment une belle joueuse, et qui va essayer d'aller chercher un titre et puis essayer de jouer en R2 l'année prochaine, ça serait pas mal, pardon. Greg, t'en perds tes moyens. Je te remercie infiniment de ta présence. La semaine prochaine, tu ne seras pas là. Anthony sera avec moi pour les deux parties. Mais avant de se quitter, on va vous proposer de gagner un billet pour le match du SQBB face à Cholet. Vous le voyez sur votre écran, qui aura lieu le samedi 19 avril 2025 à 18h à Pierrade, comme d'habitude. Mais pour jouer, il y a forcément un concours qui est mis en place. Greg, à ton avis, qu'est-ce que c'est ? Une question, non ? Tu vas faire une Pas question ? du tout. Pas du tout ? Pas du tout, cette fois-ci. Le prix du billet le poids du billet, pardon ? Non plus. Bien essayé. Pour jouer, je vous le dis tout de suite, il vous suffit de pronostiquer le score exact ou alors le plus proche possible du match Asvel SQBB qui aura lieu ce week-end. Greg, tu n'as pas le droit de jouer, ni Anthony. Je vous précise que vous allez pouvoir jouer dans quelques minutes sur notre page Facebook. Un post va être publié dans quelques instants. Et le jeu s'arrêtera vendredi 4 avril 2025 à 18h. Et nous, on vous annoncera le nom du gagnant dans l'émission de mardi prochain. Un beau cadeau. On sait que c'est toujours compliqué d'avoir des places au Palais Sport Pirate. Donc là, on a envie de vous faire plaisir et de jouer les Pères Noël, pas en avance mais en retard. C'est ça. C'est vrai que c'est un beau match avec notamment le retour sur ces terres de. Je m'en doutais que tu allais partir là-dessus. De Nathan de Souza et le meneur de Cholet qui toque gentiment vers la porte de l'équipe de France, surtout sur les phases un petit peu intermédiaires. Mais voilà, ça va être un beau match. Et puis Cholet fait une très grosse saison. Donc voilà, ça va être on n'a pas l'emprunt parti. On est peut-être à quelques jours d'une finale franco-française en FIBA Europe Cup. Donc ce sera extraordinaire. Mais tout ça, on en reparlera. Greg, je te remercie encore d'avoir été à nos côtés ce soir. La semaine prochaine, tu ne seras pas là pour diverses raisons. Mais nous, on sera au rendez-vous. Cette émission, vous pourrez la retrouver en rediffusion dans quelques instants, mais également à 22h. Passez une belle soirée, une bonne semaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.